imagine pouvoir raconter ton histoire d'une façon qui matche parfaitement avec ton énergie. Dans cet épisode-ci, ma passion pour le storytelling rencontre l'expertise de Jessica Bello en Human Design et ensemble, on te montre comment créer des récits qui te collent à la peau. L'épisode commence maintenant! Bienvenue dans notre village virtuel où chaque entrepreneur est un artiste qui colore le monde à sa manière. À ta couleur, c'est le rendez-vous où on jase de storytelling puis de personal branding, mais avec une twist. On le fait au service des petites entreprises locales. Ici, on célèbre l'unicité. Chaque entrepreneur que je reçois a réussi à enflammer les réseaux sociaux avec son histoire puis sa personnalité unique en son genre. On va décortiquer comment ils ont réussi à tisser des liens solides avec leur communauté, à créer un impact majeur puis à forger une marque qui leur colle à la peau. Que tu sois à la tête d'une petite entreprise locale ou que tu sois un solopreneur, ici c'est ta nouvelle maison puis il y a une place pour toi dans notre village. En solo ou entre voisins, la porte s'ouvrira à des invités ou même à des figures locales qui ont réussi à faire de leur entreprise ou de leur petit coin de pays le nouveau point de rendez-vous de la communauté. Alors rentre, fais comme chez toi et laisse-toi inspirer. Salut à toi, bienvenue dans le podcast À ta couleur avec un épisode très attendu aujourd'hui où je reçois Jessica Bello pour mixer nos deux univers préférés, elle le Human Design et moi le Storytelling. C'est un concept d'épisode un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire où Jessie et moi on va chacune contribuer de nos expertises pour que tu repartes avec des conseils pratiques, des belles réflexions sur la meilleure façon de raconter ton histoire selon ton type énergétique Human Design. Puis là, si c'est la première fois que tu entends parler de Human Design, reste avec nous parce qu'on va vraiment démystifier tout ça là, dans quelques instants. Mais avant de se lancer en profondeur dans le sujet, je vais te présenter Jessie. Donc, Jessica Bello, c'est une stratège business et une coach certifiée en leadership spécialisée dans l'accompagnement des entrepreneurs spirituels à aligner leurs décisions grâce au Human Design et au Gene Keys. Maman et amoureuse de longue date, oui, elle partage sa vision du monde entre introspection profonde et joie de vivre. Tout ce que j'adore. Entrepreneur passionnée créative, elle puise dans ses racines québécoises et mexicaines pour inspirer l'authenticité et l'audace. Elle aide ses clients à révéler leur génie intérieur pour bâtir des projets impactants et durables. Salut Jessie, bienvenue sur le podcast. Allô, merci. Je suis honorée par ton invitation de participer aujourd'hui. Hey, c'est un honneur partagé, je te dirais. Ça fait longtemps que j'ai envie qu'on se jase parce que le Human Design, c'est un sujet de tendance de l'heure de plus en plus, notamment pour les entrepreneurs. Et quel beau potentiel j'ai vu d'associer ton expertise à la mienne avec le storytelling. Là, je dois dire qu'habituellement, le podcast est filmé en personne parce que, si tu ne sais pas encore, je rencontre face à face tous mes invités de podcast, à l'exception de ceux qui habitent un petit peu trop loin, dont Jessie fait partie parce que toi, tu habites au Mexique. Quoique j'aurais bien aimé ça aller enregistrer un épisode au Mexique, j'aurais pas haï ça, je l'ai déjà fait au Nicaragua, mais l'enregistrement s'est arrêté après 4 minutes tellement il faisait chaud. Donc c'est-à-dire que mon téléphone a surchauffé, même s'il était à l'ombre. Donc moi j'ai découvert Jessie en même temps que le Human Design, ça fait à peu près 1 an que j'ai découvert ça et c'est tout un monde qui s'est ouvert à moi. J'ai vraiment eu envie d'approfondir davantage ce sujet-là, d'abord pour moi, donc j'ai poussé l'analyse de mon type énergétique en Human Design parce que j'ai appris à comprendre, si on veut, mon mode de fonctionnement interne. C'est comme ça que j'appelle ça. Puis maintenant, j'en parle avec d'autres entrepreneurs, puis je me rends compte à quel point ça fascine toujours ce sujet-là, puis j'ai envie de partager mes belles découvertes avec les autres, puis surtout d'enrichir vos réflexions. Surtout quand c'est associé avec le storytelling, là, ça devient franchement intéressant. Et ça m'amène à déjà une première question. Toi, Jessie, comment ça tu trouves ça intéressant d'associer ces deux expertises-là ensemble? Ce qui m'a vraiment marqué, c'est cette espèce de feeling de saturation. Tu sais, quand on parle, il y a beaucoup de monde qui disent il y a beaucoup de la même chose, beaucoup du même jargon, il y a beaucoup de
manque d'authenticité, tu sais, c'est quelque chose. Puis là, à un moment donné, c'était comme l'inverse. C'était comme, ah là, il y a trop de monde qui parle d'authenticité, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Donc, tu sais, je témoignais de tout ça, puis je me disais, OK, ben alors moi, comment je fais, tu sais, en connaissant mon human design, en ayant moi-même une histoire, ben comment est-ce que je fais, moi, pour communiquer, tu sais? Puis bon, là, je t'ai rencontré, justement, puis tu m'as parlé de ton expertise et j'ai fait le choix, justement, d'être accompagnée par toi, avec Pépite d'Or, notamment. Puis justement, c'est là que j'ai réalisé, ben en fait, c'est que j'ai envie de communiquer de façon authentique, surtout parce que je ressens, tu sais, que, OK, c'est comme un soulagement qui se fait. Quand on découvre le Human Design, ça, c'est vraiment ma perspective de l'affaire, c'est que c'est comme, on est comme soulagé de faire, ah, OK, c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que, tu sais, mon énergie, elle circule, c'est comme ça que c'est mieux pour moi de communiquer, tu sais, et donc, mon histoire, il y a une façon qui va fonctionner pour moi, qui ne va pas nécessairement fonctionner pour un autre type, tu sais, dans énergétique, en human design, et on peut aller plus loin. Donc ça, c'est une des raisons. Mais aussi, pourquoi j'associe, c'est que de nos jours, tu sais, on parle beaucoup de IA, donc l'intelligence artificielle. On voit à quel point, bon, OK, c'est vrai, on peut, tu sais, dropper du contenu sur ChatGPT, puis là, c'est comme, OK, fais-moi du contenu avec ça, mais ce qui manque, selon moi, ben, c'est cette essence. Cette essence-là, c'est comme, OK, il peut nous inspirer, il peut nous aider, il peut agir en assistante, mais ça va pas aller dans la profondeur de notre être. Donc, ça peut nous aider. Tant qu'à moi, ça va pas donner ce que je trouve quelque chose qui est vraiment important, c'est qu'on veut établir la confiance avec notre audience. Donc, moi, c'est vraiment quelque chose, quand je parle d'intégrité, tu sais, de communiquer mon histoire, ben, je suis comme, je veux que ces personnes-là, ils sentent en confiance avec moi. C'est comme, ah, OK, oui, c'est une vraie personne qui parle de son histoire, qui parle de comment ça lui a servi, son human design pour dépasser ses défis, etc. Donc, c'est vraiment une façon que je pourrais dire que je vois comment ça s'associe. Ça, c'est à premier niveau. Parce qu'ensuite, si on veut amener ça dans le branding, tu sais, dans ce qui est la marque personnelle, ben à ce moment-là, ce que je trouve qui est important de signaler, c'est que ça l'amène plus de solidité, tu sais, comme quand tu as ton discours, quand tu communiques, c'est comme, OK, voici ma marque, ben c'est ta marque, c'est un peu comme quelque chose qui émerge de toi, hein, c'est ta création. Donc, tu veux aussi communiquer avec authenticité, tu veux aussi communiquer à partir de ton énergie, ce qui te fait vibrer, justement. Donc, en somme, je trouve que c'est vraiment d'allier le human design, le storytelling, ben ça fait comme cette alliance là qui devient stratégique à long terme pour faire toutes sortes de contenus là, peu importe c'est quoi. Tellement, tellement, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, évidemment. J'ai envie d'ajouter que ce que j'aime particulièrement, moi, dans l'idée aussi de combiner le human design au storytelling, c'est que ça se limite pas juste à mieux comprendre ton audience, qui est un point important quand même en marketing, puis qu'on talonne beaucoup, tu sais, comprendre sa clientèle cible, les besoins, les désirs, à qui qu'on s'adresse. Oui, faut pas l'oublier, en storytelling aussi, mais le human design permet vraiment de mieux te comprendre toi-même en tant que créateur de contenu. Donc, tu sais, de connaître ton type énergétique, ça t'aide à saisir quelle énergie tu vas mettre dans ton message. C'est une question d'énergie beaucoup, je trouve, le human design. C'est de voir comment cette énergie-là peut résonner aussi auprès de ton audience, de ceux qui t'écoutent, tu sais. Puis c'est ça, ben en fait, c'est ça. C'est un des ingrédients, disons, d'une bonne histoire, d'une histoire captivante, d'une histoire mémorable, tu sais. L'impact de sentir qu'on a une communication alignée, c'est puissant. C'est comme ça que je l'ai vu dès les premières fois qu'on s'est jasé. C'est comme ça que je l'ai senti. Te rappelles-tu, je t'avais fait un petit clip vocal en disant « Hey Jessie, je sens qu'il y a de quoi là. » On dirait que je découvre cet univers-là, puis plus je vois le lien à faire avec le storytelling. Puis là, peut-être que toi, tu connais pas encore ton type énergétique de human design, puis là, je parle de ça, puis j'arrête pas de dire comment c'est merveilleux, mais Jessie, comment les personnes qui nous écoutent, qui connaissent rien au human design ou qui n'ont pas encore leur type énergétique, comment ils vont trouver ça, là? Ben, en fait, c'est que j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai préparé un petit guide qui s'appelle Human Design et Storytelling qui est gratuit à télécharger, donc il va être dans la description des show notes, comme on dit, là, du podcast. Puis, avec ce guide-là, vous allez pouvoir, il y a un lien pour un des outils. Il y a plusieurs outils pour sortir justement vos chartes de Human Design.
mais il y a un des liens qui s'appelle Genetic Matrix, donc elle va pouvoir le sortir un peu comme quand on sort une carte astrale pour ceux qui sont dans l'astrologie. Dans ce système-là de connaissance de soi, on en retrouve justement l'astrologie, le I Ching chinois ou la roue de la vie astrologique, l'arbre de la vie ou la Kabbalah. On en retrouve la physique quantique, la génétique. Donc, c'est vraiment comme un amalgame de plusieurs systèmes de connaissances en soi, mais dans un. Que quand on sort la charte, en fait, pour sortir la charte, on rend des informations de naissance, donc nom, âge, date de naissance, excuse-moi, heure et lieu. Comme je disais, avec le lien, soit vous pouvez le sortir avec Genetic Matrix, sinon il y a d'autres outils comme Body Graph. Genetic Matrix, je vous recommande parce que il donne l'option en français, puis il vous donne les grandes lignes. Pour commencer votre exploration, si c'est vraiment nouveau pour vous ou vous voulez peut-être connaître un petit peu plus, sur d'autres éléments, je trouve que Genetic Matrix, ça va vous aider. Génial. Merci pour l'explication, Jessie. Puis là, ben, je vous invite à aller dans les notes de l'épisode, cliquer sur le lien pour aller générer votre charte, qu'on appelle, dans laquelle votre type énergétique en Human Design va être inscrit. Si tu veux, tu pèses sur pause, tu vas faire ça, tu reviens tout de suite après. Bien sûr, on comprend que toute application du genre, on peut payer pour avoir encore plus, évidemment. Mais là, pour les besoins de l'épisode d'aujourd'hui, la version gratuite est amplement suffisante. Et par expérience, quand j'ai généré ma charte, et c'est souvent ce que les gens ont comme réflexe de faire « Wow! Aïe, aïe, qu'est-ce que c'est que ça? » Parce que là, tu vas voir, il va y avoir des dessins, des couleurs, des numéros, des chiffres, il va y avoir toutes sortes d'informations, OK? Mais là, ici, aujourd'hui, on va vraiment faire un premier pas, puis on va vraiment se concentrer sur les types énergétiques. Il y en a 5, donc c'est vraiment là-dessus qu'on va focusser. Donc, en sortant ta charte, concentre-toi davantage sur ton type énergétique pour être capable de suivre l'épisode. Puis là, justement, peux-tu nous présenter chacun des types et leurs particularités? Puis j'ai envie de commencer par les manifesteurs. Oui, bien sûr. Juste un petit topo avant. Donc, quand on parle de type énergétique, pour vous donner un aperçu de quoi ça a l'air, c'est un peu comme quand on parle de l'aura. Donc, vraiment, ce champ énergétique qu'on émane. Donc, pour ceux qui sont un petit peu plus dans la spiritualité, l'ésotérisme, je vous invite vraiment à garder cette ouverture-là quand on fait face à un outil comme le Human Design. Donc, c'est vraiment ce qui représente l'aura, OK? Alors, le premier type qu'on va aborder, les manifesteurs. Donc, c'est quoi les manifesteurs? Ben, les manifesteurs, en fait, c'est les initiateurs, hein? C'est pour ça qu'on avait envie de commencer avec eux. Donc, les pionniers, c'est des leaders vraiment innés. C'est vraiment un talent inné qu'ils ont. Ils sont toujours comme à cette avant-garde, on peut dire même en anglais comme un cutting edge, tu sais, les nouveaux projets. Parce que eux, c'est vraiment leur aura, c'est comme un boost, c'est comme une explosion d'énergie. J'ai un fils qui est manifesteur et c'est quand il y a une idée, là, il faut le faire tout de suite. C'est incroyable. Pas de niaisage. Ouais. Dans le storytelling, est-ce qu'on pourrait dire que les manifesteurs auraient une grande capacité à captiver, si on veut, dès le départ, tu sais, en posant une intention claire, en créant des moments forts dès les premières lignes, dès les premières phrases, tu sais, là, les fameux hooks, hein, les fameuses accroches dans le contenu. Les manifesteurs ont certainement ce pouvoir-là de pousser leur audience à réfléchir ou à agir vite, immédiatement, sur le champ. Tu te dis, il faut que ça se passe maintenant, là. Ils ont comme cette faculté-là là, d'initier, justement, hein, le changement, de pousser à réfléchir puis à agir. On va approfondir un petit peu plus loin ce point-là, mais c'est intéressant quand on le regarde aussi du point de vue du contenu, des histoires à raconter. Avais-tu autre chose, Jessie, à dire sur les manifesteurs? Oui, bien en fait, c'est que pour partir déjà avec une petite astuce pour les manifesteurs, parce qu'il y a cette énergie d'initier, hein, puis de parler, mais c'est important, afin d'être magnétique, hein, parce que c'est ça le but aussi, tu sais, de pondre des histoires, pondre du contenu et être magnétique. Donc, ce qui va faciliter ce champ de magnétisme, c'est d'informer, hein, de vraiment prendre le temps d'informer la personne de ce qui s'en vient. Vraiment, quand tu parles de hook, ça m'a fait penser à ça. Dans le hook, c'est comme, par exemple, ben, regardez ce que je suis en train de faire. Ça s'en vient, tu sais. Donc, la personne est comme, ah, OK, elle est en train de préparer quelque chose, elle est en train de m'informer. Donc, ça va aider à créer moins de résistance au niveau de la communication et ouvrir le champ magnétique. Wow!
Génial! OK, merci. Bon, là, il y a peut-être des manifestants qui sont à l'écoute, là, puis qui se disent, bon, j'ai goût d'en savoir plus. Mais là, on passe au générateur, qui est un autre type énergétique, et les manifesteurs générateurs. Donc, on les met dans la même catégorie. Pourquoi donc, Jessie, on les met ensemble, les générateurs et les manifesteurs générateurs? Oui, en fait, c'est que c'est dans les types énergétiques, t'en as 4 principaux, mais là, on dit 5 parce que les générateurs et les manifesting générateurs, ils font à peu près 70% de la population. Okay, c'est des statistiques, là, plus ou moins. Et les manifesting générateurs, ils ont c'est comme des hybrides entre le manifesteur et le générateur. Il y a certaines personnes qui partagent pas cette perspective, donc je vous invite vraiment à y aller avec ce qui résonne pour vous. Mais ils sont principalement générateurs dans leur type, dans leur façon, tu sais, comme quand ils vont communiquer, il y a cette énergie qui est enveloppante, cette aura qui est enveloppante, qui est comme chaleureuse. Moi, j'aime beaucoup penser à un exemple, c'est Oprah. Oprah, tu sais, qui a comme cette énergie, tu sais, qu'elle va, tu sais, le fameux, la personne qui donne la prise de parole, tu sais, aux autres, là, tu sais, qui va répondre avec son énergie. Puis c'est ça, ça vient avec un charisme qui est extraordinaire. Mais la nuance, ça vient dans le sens que le manifesting générateur va vouloir aller vite, il va vouloir sauter des étapes pour arriver au but. Parce qu'il y a cette capacité de le faire. Ça veut pas dire que les générateurs peuvent pas, mais c'est comme un petit plus qui est comme cette énergie manifesteur d'initier, de booster. Ça va venir comme compléter. Donc, souvent, les manigènes, j'ai dit les super-humains, en fait. C'est comme si vous avez une petite cape invisible, là. C'est comme d'avoir plusieurs projets en même temps, puis d'être capable de voir, puis faire comme, OK, je saute des étapes, puis moi, je me rends, puis le générateur, bien, il va le faire avec, tu sais, il va prendre plus son temps, il va le faire avec un petit peu plus de précision, mais en équipe, ça peut faire une équipe fabuleuse. Écoute, d'après ce que tu dis, je vois un storytelling qui reflète un grand dynamisme. Tu sais, une narration qui serait vive, avec plein de rebondissements, une capacité à capter l'attention avec des récits qui évoluent rapidement aussi. J'ai l'impression que ces types énergétiques-là sont capables de jongler avec plusieurs idées en même temps, ou plusieurs aspects d'une histoire, hein, sans perdre la cohérence, sans perdre cette cohérence-là. Là, je vais dire les manigènes. On dit ça souvent quand on est manigène, chose que je suis. On utilise le diminutif. Donc, les manigènes sont pas faites pour rester statiques. Ça se reflète ça, je pense, dans leur histoire, dans la façon de la raconter aussi. On excelle dans souvent des récits qui vont mettre l'accent sur notre parcours, nos pivots, nos leçons apprises à chacune des étapes. Parce que notre capacité à faire beaucoup, ça nous rend apte aussi à raconter des récits riches en apprentissage et en expérimentation. On fait beaucoup de choses, on expérimente beaucoup rapidement. Donc, ça enrichit, je trouve, les récits aussi qu'on peut raconter. Ben, c'est sûr que tu parles avec ton essence, c'est ça que ça témoigne à travers toi en tant que manifesting générateur. C'est justement cette capacité de comme jongler, comme tu dis, hein, je pense que ça c'est un mot-clé à retenir, cette capacité de jongler. Puis ce que j'avais envie d'amener, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de manifesting générateurs qui vont se sentir jugés par les autres, incompris, à cause que justement, ils ont cette capacité de jongler avec tellement de choses en même temps, d'être efficace, de sauter des étapes, de finir quelque chose, de revenir. Mais c'est de se rappeler que c'est cette énergie manifesteur qu'ils ont en eux qui fait en sorte que ce soit comme ça. Mais que chaque type a vraiment un rôle important à jouer, puis ensemble, ça crée vraiment une synergie incroyable. Donc, juste de se rappeler c'est quoi nos dons, nos talents à chaque type, puis vraiment de les mettre à l'avant, tu sais. C'est vraiment pas une compétition, c'est plutôt une collaboration énergétique, on pourrait dire. Wow, j'aime ça, une collaboration énergétique. C'est si bien dit. OK. Et là, on arrive au troisième ou quatrième type, puisque les générateurs et les manifesteurs générateurs sont ensemble, si on veut, dans notre analyse du moins. On arrive maintenant aux projecteurs. Oui, les projecteurs. En fait, c'est que les projecteurs, à chaque fois que je pense à un projecteur, j'imagine un phare. C'est aussi simple que ça. À quoi ça ressemble un phare? Qu'est-ce que ça symbolise? Donc, c'est cette capacité, tu sais, de guider, sont vraiment conçus pour guider, pour conseiller, pour donner des pistes claires. Ils comprennent vraiment les systèmes facilement. Donc, ils ont cette capacité,
Tu sais, c'est un peu comme des, comment je pourrais dire, c'est au-delà d'être un guide, c'est qu'ils ont cette capacité de voir plus loin que les autres types. Ça veut pas dire, tu sais, on peut toujours parler de nuances, hein. En Human Design, on parle toujours de nuances. Donc, je vous invite encore à regarder la nuance ici. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'ils sont invités, qu'ils sentent qu'ils sont invités à partager leur guidance, leur sagesse, ce qu'ils voient, comment ça peut aider à diriger un projet complètement. Tellement intéressant. Ça se distingue vraiment nettement des trois autres avant. Puis je pense que dans le storytelling, ça peut apporter une perspective unique, mais aussi très profonde. Il y a les mots qui me sont venus quand tu décrivais les projecteurs, qui étaient de mettre en lumière. Tu as dit un phare, mais tu sais, je pousserais en disant mettre en lumière des vérités ou des solutions que l'audience avait peut-être pas envisagées, que les gens avaient peut-être pas vues d'emblée. C'est un talent, je pense, je reviens encore avec le phare, tu sais que moi j'adore les métaphores. Je vois les projecteurs comme ayant un talent dans leur capacité à voir, bon, je mets entre guillemets, l'invisible, là, tu sais. Puis ça dit projecteur, hein, je pense que aussi, tu l'as nommé, je pense qu'ils s'épanouissent davantage quand ils se sentent vus puis reconnus. Puis ça, ben, ça peut influencer leur storytelling, leur histoire, la façon de se raconter, parce qu'ils sont particulièrement doués pour créer des récits qui résonnent profondément avec leur audience, parce qu'ils sont en capacité davantage de se mettre à leur place. Toute la question de l'empathie aussi, ici, je pense qui est assez grande des projecteurs. Tout à fait. Tout à fait. Moi, j'ai une histoire personnelle avec les projecteurs. J'ai été accompagnée moi-même par volontairement, mais je cherchais pas que ça soit un projecteur, ça a donné de même. Pour avoir vécu l'expérience positive d'avoir été accompagnée par des projecteurs, ce que tu dis, ça rend justesse. Mais en fait, ce que j'ai vu, c'est que c'est comme si moi, je les avais invités, justement, c'est qu'ils se sont sentis reconnus. Donc, j'avais, moi, accès à cette sagesse-là, à cette guidance-là, parce que, bon, il y avait peut-être des ondes de conditionnement, des choses que j'étais pas capable de voir et qu'ils étaient capables de mettre la lumière là-dessus. Et ensuite, moi, ben, je reprends mon pouvoir et je prends ma responsabilité et je vais résoudre la situation, je vais aller à l'avant. Mais les projecteurs, ils ont ça, ils ont cette particularité de faire comme, oh, OK, regarde, il y a un angle mort ici, là. Tu l'avais pas vu, c'est comme, oh, OK, oui, c'est vrai. Donc, oui, c'est définitivement quelque chose de très particulier qui les différencie, notamment des autres types. Mm-hmm. Wow! C'est fascinant. Je suis fascinée à chaque fois qu'on parle de type énergétique. Et là, on arrive moi je vais dire au dernier, non le moindre, le cinquième, si on veut, que sont les réflecteurs. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, les réflecteurs? Puis si ma mémoire est bonne, je pense que c'est le type énergétique le plus rare. Est-ce que je me trompe? Les réflecteurs, en fait, c'est à peu près 1% de la population. Donc oui, ils sont très rares. C'est vraiment, moi j'aime mieux les appeler des prismes. Il y a beaucoup de personnes qui les appellent les miroirs, mais moi je suis comme des licornes, les prismes, parce qu'ils sont tellement, tu sais, c'est vraiment comme des personnes que j'ai eu le plaisir d'accompagner jusqu'à maintenant. Il y a 3 personnes que j'ai pu accompagner et même mon enseignante au niveau du coaching puis ma formation Human Design était réflecteur. Donc, j'ai pu constater justement, notamment dans sa communication, comment cette personne-là ça peut mettre un petit peu mal à l'aise certaines personnes qui sont pas prêtes à être vues parce qu'ils ont cette énergie qui fait en sorte que ça te reflète directement, hein? Comme un miroir. Oui. Donc, tant qu'à moi, il faut que tu sois comme à l'aise avec toi-même afin d'être à l'aise à collaborer avec un réflecteur. OK? Donc, c'est pour ça que quand on choisissait pour les accompagner, ces personnes-là, jusqu'à maintenant, ben, je me sens toujours comme honorée parce que je suis comme, wow, OK. Puis en même temps, ça me rappelle que je suis à l'aise avec moi-même. C'est comme... Parce que les réflecteurs, ils captent et ils amplifient les énergies des autres. C'est ça, hein? Mm-hmm. Oui, donc, exact. Donc, ils peuvent raconter des histoires qui vont refléter avec justesse les expériences, les besoins ou même les émotions de leur audience. Ça, c'est un grand pouvoir, un grand talent. Puis je trouve que c'est un talent de pouvoir faire ressentir, si on veut, à leur audience
qu'elle est vue, entendue, comprise. Le storytelling, leur storytelling à eux autres peuvent, je pense, s'appuyer sur des récits qui vont suivre des transitions, des phases, des transformations qu'eux autres, ils vont voir dans l'environnement, dans la société, dans les gens, qui accompagnent, dans le cas d'entrepreneurs peut-être. Mais c'est puissant. Puis c'est rare, parce que tu l'as dit, à peu près 1% de la population. Fait que je témoigne à quel point c'est rare, parce que pour l'épisode d'aujourd'hui qu'on enregistre, Jessie et moi, on a posé des questions sur nos pages Facebook, nos comptes Instagram. On vous a demandé quel était votre type énergétique, c'était quoi votre plus grand défi, quand vient le temps de raconter votre histoire. Et personnellement, moi, j'ai eu vraiment beaucoup de Manigen qui sont venus me répondre. J'imagine que j'attire à moi peut-être mon propre type énergétique. Là. Il y a peut-être quelque chose à comprendre là. Bon, j'ai eu d'autres réponses aussi de d'autres types, mais j'ai eu aucun réflecteur. Ça a été plus difficile quand même à les trouver. Hein? Ils étaient pas nombreux à nous répondre. Mais là, j'ai envie qu'on aille plus loin, parce qu'on peut associer ces types énergétiques-là à des archétypes. Et là, pour ceux qui suivent le podcast à ta couleur depuis un certain temps, j'ai un épisode, d'ailleurs, l'épisode numéro 9, qui parle des archétypes de marque. On est dans le même concept, mais ce ne sont pas nécessairement les mêmes archétypes de marque, mais j'aime beaucoup ce concept-là. C'est d'ailleurs un des épisodes les plus écoutés sur le podcast. Mais là, c'est ça, on va associer des archétypes de marque au type énergétique. Donc, Jessie, est-ce que tu peux nous présenter les archétypes de marque associés à chacun des types énergétiques? Puis là, on va reprendre le même ordre en commençant par les manifesteurs. Oui, bien sûr. Donc, juste un petit rappel, ça vient dans le guide, le mini-guide que je vous fournis. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre des notes. Bon, du moins que ça vous inspire. Vous allez avoir ces informations pour chaque type. Donc, pour commencer avec le type manifesteur, l'archétype qui est donné pour ce type-là, c'est le révolutionnaire. Donc, c'est vraiment cette personne qui est conçue, comme on avait dit, pour initier, mais avec puissance, avec rapidité, qui répond à ces boosts énergétiques. C'est vraiment un ressenti, hein, comme « Ah, j'ai envie de créer ». C'est vraiment comme ça que ça se présente. Donc, ce qui est important pour le révolutionnaire, tout comme un révolutionnaire, hein, il attend pas d'être invité. Il attend pas qu'on lui donne le go pour le faire. Il est comme, OK, j'ai une idée, je veux créer ça, ça se passe maintenant, communique. Parce que la gorge, c'est le centre de la manifestation en Human Design, tout comme dans les chakras. Donc, le manifesteur, il symbolise le révolutionnaire. Qu'est-ce qu'il fait? Il attend pas, il est un peu comme ce rebelle naturel qui va être comme, OK, j'ai quelque chose à communiquer. Puis, en prenant ce devant-là, il inspire les autres à faire pareil, tu sais, à faire comme, ah, OK, moi aussi, je peux prendre la parole, moi aussi, je peux le faire. Donc, ça peut être vraiment intéressant pour les personnes qui ont envie de le suivre. Donc, avec cet archétype-là, le ton que moi, j'invite, en fait, qu'on peut remarquer qui est similaire chez les révolutionnaires et manifesteurs, c'est audacieux, courageux, unapologetic en anglais. J'ai pas le synonyme en français, mais c'est vraiment comme tu demandes pas de permission. Tu y vas, tu fonces. C'est vraiment fonceur, c'est certain. Donc, on peut donner comme exemple, comme un hook ou titre accrocheur. Par exemple, tu peux dire, OK, là, j'ai telle idée, voici vers où je m'en vais. Est-ce que tu me rejoins? Ou non, en fait, rejoins-moi. OK? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont dire, OK, mais tu veux pas demander la permission, donc c'est comme, rejoins-moi ou reste en arrière. Ça peut sonner un peu brut, mais c'est ça, c'est qu'il donne il donne le go, comme j'avais dit. C'est la prochaine grande chose, c'est la prochaine étape, voici. Donc, il est en train d'informer, parce qu'en fait, c'est que ça vient de la grande force de cette capacité de leadership de soi. Parce que quand on parle de leadership, et moi je le mentionne beaucoup avec les accompagnements que je fais, le leadership, c'est pas juste avoir une équipe. Le leadership de soi, mais le manifesteur, en fait, la façon qu'il incarne, c'est dans cette capacité de juste ne pas avoir à demander de la permission et lancer des projets, go. Il communique, il informe, afin d'inspirer, d'établir une confiance avec son audience. Puis, en faisant cela, il crée rapidement des liens. OK? Donc, je ne sais pas si ça fait du sens pour la force. En ce qui concerne le défi, le défi qui est, là, je généralise, là, je me permets de généraliser beaucoup,
parce qu'on reste en premier niveau du Human Design, on reste au niveau des types. Mais ce qui ressort beaucoup, c'est le burn-out, donc l'épuisement. Pourquoi? Parce que comme j'expliquais avant, c'est que ça part comme l'énergie, elle va monter, puis elle va être ici, hein, c'est beaucoup au niveau de la gorge. Elle va vouloir se manifester, elle va vouloir parler, elle va vouloir partager. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a un épuisement qui peut se faire énergétiquement si le manifesteur n'est pas à l'écoute de soi, s'il ne se permet pas de prendre des pauses. Donc, moi, ce que je conseille souvent aux manifesteurs, c'est OK, t'as envie d'informer, t'as envie de créer un projet, parle-en, go! Mais après ça, autorise-toi de prendre une petite retraite, prends une bonne pause, fais-toi du bien, va faire une sieste, je sais pas, n'importe quoi, qui te calme. Et là, laisse-toi que les choses émergent jusqu'au prochain boost créatif, OK? Ne te force pas, ne t'épuise pas et surtout, n'essaie pas de faire comme les autres types. Parce que contrairement aux autres types, le manifesteur, ce qui est particulier, c'est que il y a cette façon d'aller manifester toujours ce qui vient, spirituellement parlant, ce qui vient de la source, poum, go. Donc, pour avoir cet équilibre, c'est important de se reposer puis de se ressourcer avant le prochain. Sage conseil. Sage conseil. Tu vois, moi, je vois le révolutionnaire, le manifesteur, avec, justement, tu l'as dit, une énergie de leadership. Donc, c'est une personne, c'est un type énergétique qui va raconter des histoires avec une direction très claire, très directe à son audience. Tu l'as dit, c'est un storytelling qui va être davantage, je crois, visionnaire, qui va présenter, tu sais, des idées audacieuses, qui va inviter l'audience à se rallier à une cause, à une vision, à une pensée. Bon, c'est des narrations qui vont commencer souvent par des déclarations fortes, des visions inspirantes. Tu as donné des super bons exemples qui vont capter immédiatement l'attention puis qui va donner souvent l'envie de suivre leur exemple ou de les suivre. Les manifesteurs ils laissent pas, je pense, beaucoup de place au doute ou à l'hésitation. Hein? C'est plus directif. Ils sont comme conçus pour initier des mouvements, des transformations rapides. Puis dans le storytelling, ça se traduit souvent par des récits qui vont pousser à l'action immédiate, puis qui vont souvent, je trouve, générer un effet wow, avec des histoires courtes, percutantes, qui vont droit au but. Pas le temps de niaiser, là, les manifesteurs. Puis je pense, de ce que je remarque, c'est que le révolutionnaire, il ne se contente pas de raconter le passé ou le présent. Il va vraiment plus, disons, peindre une image claire de ce qui est possible. Donc, leur storytelling, je pense qu'ils sont souvent orientés vers la vision de ce que leur initiative peut accomplir. Puis je pense que leur contenu, leur récit est pas vraiment conçu pour plaire à tout le monde. De toute façon, il n'y a jamais un contenu qui peut plaire à tout le monde, on s'entend là-dessus, hein? Mais davantage pour les manifesteurs. Je pense qu'ils sont plus là pour rassembler ceux qui résonnent avec leur vision. Parce que les manifesteurs, je pense qu'ils savent polariser, mais pour attirer les bonnes personnes à soi. C'est le fait de créer un impact. C'est ça. C'est ça que je trouve qu'il est important à retenir pour les manifesteurs. Ils sont vraiment venus créer un impact. Et c'est pas d'une façon autoritaire. Mm-hmm. Bonne nuance. C'est pas pour diriger tout le monde, c'est pas pour parler à tout le monde. Comme tu dis, c'est avec qui ça résonne. Ouais. Puis quand on y pense de façon peut-être plus philanthropique, ça donne un monde meilleur, tant qu'à moi, tu sais, de se dire, OK, c'est pas juste une personne là qui dirige puis qui est autoritaire. C'est que c'est un peu comme la musique. Ça va te plaire ou ça va pas te plaire, mais on est capable de cohabiter ensemble, on est capable de se comprendre, de créer cette synergie-là. Donc, les manifesteurs, ils ont vraiment cette grande, grande force, là, comme tu dis. OK, super. Et là, on va passer aux générateurs et aux manifesteurs générateurs, donc qui sont dans la même, si on veut, catégorie, si on veut ici, pour le besoin de l'analyse. Oui, donc pour le type, c'est le même archétype parce que je vois beaucoup comme un artisan, en fait. Donc, c'est l'artisan pour le générateur, manifesting générateur. L'artisan enthousiaste pour le générateur, l'artisan peut-être plus pionnier pour le générateur manifesteur, OK? Mais ce que je trouve qui est important à retenir, c'est ce mot de enthousiasme. C'est vraiment comme cette capacité de communiquer à partir de ce qui fait vibrer
passionne, qui adore. Je pense que vous, ceux qui nous écoutent, peuvent justement, même subtilement, le remarquer à travers Marie-Pierre et moi, en tant que générateur, elle en tant que manifesting générateur, quand on communique à partir de cette énergie-là, là, qui nous fait vibrer, là, c'est sûr que c'est pas comme si je vous parle de des problèmes d'algèbre, là. Qui me passionnent pas du tout. J'adore ton parallèle, effectivement. Non, vous ne nous entendrez pas jaser souvent de mathématiques puis d'algèbre. Non, c'est un point super intéressant. Puis oui, ça vibre avec moi ce que tu dis. Cette espèce d'enthousiasme, de joie de vivre, de passion, cette énergie-là. Moi, en tout cas, on me le dit souvent. C'est souvent ce qui revient en disant aïe, aïe, t'as comme une espèce. On me dit souvent une énergie contagieuse. C'est ce qu'on va me dire, un dynamisme, tu sais. Oui. Exact. Énergie contagieuse, dynamisme, ça, c'est vraiment cet archétype, tu sais, quand il est aligné, hein, parce que là, on parle de quand le type est aligné, quand il est désaligné, ben là, c'est sûr que non, tu sais, les personnes vont probablement pas se reconnaître. Mais ce que je trouve aussi intéressant, c'est que on amène le côté humoristique naturellement. Quand on est passionné, il y a un petit peu de cette touche-là qu'on peut ressentir. Le discours, il va être enveloppant, il va être chaleureux, il va être charismatique. Donc, toujours, moi, j'invite les personnes qui ont cet archétype-là de vraiment comme, OK, est-ce que je me sens comme ça quand je suis en train de communiquer? Puis, l'exemple de hook ou accroche qu'on peut dire, c'est comme, toujours dans cette perspective de passion, c'est comme, ah oui, je sais que c'est ça, je suis tellement d'accord avec ça, tu sais, tu viens de le faire, en fait, Marie-Pierre. Ça résonne avec moi, c'est tellement vrai. Puis aussi, ah non, ça c'est faux, mais tu sais, il y a comme ce ton-là, tu sais, puis ce ton-là, ça on le voit avec plus de profondeur de Human Design. Il y a même des tons, tu sais, la variation de tons dans les générateurs, manifesting générateurs, tu peux le voir quand la personne est passionnée versus c'est pas passionné. Il y a vraiment des sons qui vont sortir ou pas. Donc vraiment, moi ce que j'invite, cet archétype-là, c'est de se pratiquer à s'observer. Comment tu te sens? Comment tu te sens avant de pondre ton contenu, là, avant de communiquer, là? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que dans ton ventre, ça fait comme oui, ou est-ce que c'est comme non? Mais tu sais, comme vraiment respecter ça pour communiquer de façon alignée. Une grande force que je remarque sur ce type, en fait, c'est notamment à travers les paroles, mais aussi il y a une persévérance, excuse-moi. Donc, cette persévérance, que je veux dire, c'est que bon, c'est les artisans, mais c'est aussi des personnes qui sont conçues pour travailler de façon soutenue sur un projet qui leur fait vibrer. La nuance ici, c'est que les générateurs manifesteurs, ils ont cette capacité d'avoir plusieurs projets en même temps. OK? Donc, c'est ça la grande nuance. Et ce qui va arriver, c'est que des fois, le générateur manifesteur va vouloir mettre un projet de côté pour se concentrer sur ce qui l'anime. Ça, c'est l'énergie du manifesteur qui prend le dessus. C'est comme, ah là, j'ai un boost pour tel projet, je vais me concentrer là-dessus. Je vous invite fortement à suivre cet élan-là. Ne tombez pas dans le conditionnement de « Ah, mais là, les générateurs, ils font ça, fait que là, moi aussi, je dois le faire. » Non. Suivez cet élan-là et rappelez-vous que vous avez cette capacité de le faire. Mais c'est possible d'avoir des projets à long terme, parce que les autres types, ils peuvent pédaler un peu. Enfin, ça veut pas dire qu'ils peuvent pas. C'est juste que ça peut être un petit peu il peut y avoir plus de contraction, plus de résistance. Il y a d'autres façons de travailler avec ça. Le grand défi qui vient avec le fait d'être justement un artisan enthousiaste pionnier, c'est le manque de patience. C'est de vouloir comme, il y a cette idée, puis on vit dans un système qui est très à l'image des manifesteurs. You can do it. Maintenant, faut le faire. Tu sais, l'espèce de culture de hustle qu'on voit là. Pour les manifesteurs, c'est génial parce qu'ils sont comme ah ouais, j'ai une idée, je le ponds. Pour les générateurs, manifesteurs, générateurs, c'est important de cultiver la patience. Et quand je parle de patience, ça veut dire d'être à l'écoute de soi, des signaux de ton corps. Tu sais, avec le Human Design, c'est pas juste des concepts, c'est vraiment, on apprend à vraiment réécouter son corps. C'est quoi ces signaux? C'est quoi les besoins que tu as? Est-ce que c'est une opportunité qui est bonne pour toi ou pas? Donc, tout ça, ça s'apprend, tout ça, ça s'expérimente. Beaucoup de choses qui sont innées, c'est juste d'aller comme le révéler, puis de le pratiquer pour qu'à un moment donné, quand tu sens que c'est oui,
puis tu y vas. Et quand c'est non, il y a une petite contraction, ben c'est le moment de se retirer et patienter un peu avant d'agir sur les impulsions. Donc ça serait une astuce que je pourrais dire par rapport à cet archétype. Super intéressant, évidemment. Bon, tu m'as vu sourire à certains moments, ça me parlait, je me reconnaissais. Je pense que cet archétype-là, de l'artisan enthousiaste et pionnier, il est fidèle à une espèce d'énergie de réaction. C'est-à-dire qu'il excelle, je pense, dans l'art de répondre à ce qui va l'inspirer, ce qui va le faire vibrer. Tu l'as dit. Puis ça se reflète dans la façon de nous raconter, dans laquelle on va souvent s'appuyer sur des anecdotes ou des expériences qui vont répondre à un stimuli externe. Une situation externe, une question, une opportunité aussi. Ça crée des récits interactifs, mais qui sont souvent déclenchés par un événement ou un sujet spécifique auquel on va ajouter notre touche personnelle et surtout notre touche passionnée. Puis ça peut être aussi un défi de canaliser cette passion-là avec patience, tu l'as dit, et alignement, pour assurer que les histoires qu'on raconte aient le plus grand impact possible. Je pense que cet archétype-là a une grande capacité à enrichir les conversations, à bâtir des récits qui sont très inspirants. Puis je pense que ça, c'est une des grandes forces de cet archétype-là dans le storytelling. Donc, enrichir les conversations, bâtir des narrations, des histoires très inspirantes parce que ce sont des passionnés. Donc souvent, quand je disais que c'était contagieux aussi, c'est inspirant. C'est ce que j'ai envie d'ajouter. Oui, j'ai l'image du cheerleader, en fait. Ouais, c'est une bonne image. Ouais, effectivement, c'est drôle que tu dis ça, effectivement. Puis je suis souvent en train de... C'est ça, d'être enthousiaste aussi pour les autres, puis d'encourager, puis d'inspirer, ouais, c'est ça. OK, on passe maintenant au type énergétique projecteur. Quel archétype est associé au projecteur? Alors, les projecteurs, c'est simple, en fait, c'est le guide. C'est ça, les projecteurs, c'est ton archétype principal. C'est sûr que, comme l'a mentionné Marie-Pierre, on peut aller plus en profondeur, tu sais, avec les profils, notamment comparé avec les archétypes de marque, il y en a 12 aussi. Mais pour ce qui revient aux 5 types énergétiques, le projecteur, le guide, je vous invite vraiment à pas le voir comme c'est juste un guide. Non, c'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant parce que le guide, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il partage sa sagesse, ses leçons tirées de sa propre expérience, son expertise. Mais le plus important, c'est que le projecteur, le guide se sente invité à le faire. Ça veut pas dire que le projecteur doit être assis puis attendre qu'on l'invite à faire un live pour le faire. Non. C'est juste que c'est un peu comme une danse. J'invite ces guides-là à voir un peu comme s'ils dansaient avec son public. OK? Donc, tu donnes un premier pas, là, tu es invité à faire un autre pas, et voilà, vous dansez. OK? Puis vous partagez votre expérience. Donc, c'est vraiment, ça, c'est la meilleure façon qu'on peut le voir parce que quand vous êtes invité à partager votre expertise, c'est à ce moment-là que c'est comme une espèce de révélation de dons puis de talents qui aide, qui peut diriger les projets puis qui peut vraiment soutenir les gens grâce à ton expérience. Donc, ce qu'on voit souvent dans le ton qu'un projecteur ou un guide va employer, c'est vraiment un ton qui est plus comme stratégique, qui est plus aussi compréhensif. Tu parlais tantôt d'empathie, Marie-Pierre, puis c'est vraiment ça. C'est qu'en fait, pour pas vous perdre trop dans les éléments de Human Design, empathie, c'est parce que le projecteur, il y a beaucoup de centres énergétiques, donc c'est un peu comme les chakras, mais sont neufs en Human Design. Il y en a beaucoup qui sont non définis, donc il n'y a pas une énergie qui est définie, donc c'est vraiment ouvert. Donc tout ça, on appelle ça des zones d'empathie. Donc peut-être quand, Marie-Pierre, inconsciemment peut-être, tu t'es dit, oui, les projecteurs, c'est ça, hein, c'est qu'ils ont ces zones d'empathie-là, puis on le ressent avec leur discours. Ce qui est vraiment intéressant du projecteur, de ce guide-là, c'est qu'il va parler avec son expérience, son expertise, mais il va aussi aider à donner la voix aux autres. Il va dire, comme par exemple, il va dire, c'est à ton tour maintenant de me parler de ton expérience. Moi, je suis là pour t'appuyer, pour t'aider. Donc, une grande force, mais c'est ça, c'est vraiment
cette vision d'au-delà, cette sagesse que tu as apportée. C'est une compréhension profonde qui vient vraiment des expériences que tu as vécues, autant de ce que tu as vécu personnellement, mais aussi des systèmes. Est-ce que tu as vu qu'il y avait espace à améliorer? Puis d'apporter des conseils qui sont plus stratégiques. Donc, on les voit beaucoup en position de coach, justement, les projecteurs ou d'enseignants aussi. Tu sais, c'est beaucoup. Donc, au niveau de la communication, ben Marie-Pierre, toi, t'es mieux placée pour le dire, mais je trouve que quand les projecteurs, ils parlent avec ben je vais vous montrer ça, puis là, c'est à ton tour de me dire qu'est-ce que t'en penses. Il y a comme cette... il y a comme cette résistance qui peut s'élever parce que le défi des projecteurs, ben ça va être ce besoin de reconnaissance. Hein? J'ai besoin de me sentir reconnue, j'ai besoin d'être invitée. Donc, pour enlever ces résistances-là, c'est d'être capable de développer cette capacité de... C'est comme le discernement, en fait. Bon, ben c'est qui a envie d'apprendre plus sur moi? T'sais, mais c'est qui a envie de savoir un peu plus? Mais ça s'apprend, ça se pratique, ça s'expérimente. Donc, des fois, ça peut être un peu frustrant, tu sais, comme, mais là, je sais, je peux guider telle personne, je sais comment je peux l'aider. Mais si tu t'imposes, c'est là qu'il peut y avoir la résistance. Donc, l'astuce que j'ai à dire pour le projecteur, fais de ton audience l'héros de leur histoire. Mm-hmm. Donc, un peu comme, je vais me permettre d'en parler parce que justement, elle m'a autorisée. J'ai une cliente en ce moment que j'accompagne, Stéphanie Asselin, puis que je trouve que c'est incroyable parce que justement, c'est ça qu'elle amène, c'est un projecteur. Puis elle, c'est vraiment les héroïnes. Les héroïnes, en fait. Donc, c'est tellement beau parce que quand j'ai dit, bon, t'es projecteur, ben, c'est qu'elle incarne réellement ça. C'est qu'elle veut que ses clientes, justement, elles deviennent l'héroïne de leur propre histoire, de leur vie, justement. C'est beau. Puis tu vois, j'ai envie de dire que les projecteurs, donc les guides, ils excellent dans l'art de raconter des histoires qui placent leur audience au centre, justement, comme des héros, comme tu dis. C'est des récits qui visent à mettre en avant leur propre exploit, hein, leur propre leçon, leur propre expérience, comme tu l'as dit, mais aussi à inspirer et à soutenir les autres dans des conseils puis des réflexions stratégiques. Les histoires que les guides, les projecteurs vont raconter, c'est des invitations subtiles qui sont conçues, dans le fond, pour résonner avec l'expérience de leur audience puis leur offrir des solutions. Je pense que les projecteurs brillent quand ils sont reconnus et invités à partager leur sagesse. Mais comme tu l'as dit, ça veut pas dire qu'il faut qu'ils attendent assis que l'invitation arrive. Ils sont invités à résoudre des problèmes, à guider les autres. Donc, je pense que leur histoire est davantage puissante quand elle va inclure un moment où leur expertise a été reconnue ou a été mis en lumière, c'est-à-dire leur rôle a été mis en lumière dans le succès d'un projet ou d'une initiative, par exemple. Habituellement, les projecteurs vont raconter des histoires qui sont bien structurées, de manière stratégique, hein, pour conduire leur public ou leur audience d'un point A, on pourrait dire par exemple un défi ou une confusion, à un point B, qui est la solution ou la transformation. C'est une narration souvent qui va suivre un arc transformationnel, c'est-à-dire de transformation, une grande transformation. Ils ont cette capacité-là, les projecteurs, dans leur histoire, à démontrer ça. C'est pas tout le monde qui a cette capacité-là. C'est quand même assez puissant aussi, en marketing surtout, de montrer la transformation. On nous le dit souvent. Ils ont cette capacité-là, eux autres, de faire ça. Je pense aussi qu'ils racontent des histoires avec une voix qui rassure, qui motive, qui donne à leur audience le sentiment que ils ont tout ce qu'ils ont besoin, ils ont tous les outils nécessaires pour réussir eux-mêmes. C'est ça aussi une grande force des projecteurs. Puis ils le savent, en tout cas, si t'es un projecteur puis tu le sais pas, là, ton rôle c'est de soutenir, c'est pas de dominer. Hein, c'est ça qui est important aussi de dire. Puis dans leur récit, je pense que les projecteurs, les guides vont se positionner comme des alliés, comme des mentors, tu l'as dit, qui permettent à leur audience de briller à leur tour, de par leurs belles transformations qu'ils vont avoir aidé à faire. C'est un storytelling qui peut être vu comme, je dirais, calme, je sais pas si on peut dire ça, réfléchi, calme, pas aussi passionné, mettons, que les manifesteurs générateurs, mettons, mais rempli de moments où est-ce que leur vision stratégique va vraiment éclairer une situation plus complexe. Donc, c'est vraiment comme ça que je les vois. Oui, tout à fait. Puis calme, je veux juste apporter une nuance ici. Oui, parce que ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'écouter certains projecteurs dire qu'ils ne veulent pas être vus comme
trop doux ou pas assez fort dans son discours, pas assez compris, justement, mais de voir ça plus comme une force tranquille, tu sais, voir comme une force un calme, mais avec présence, avec, tu sais, que c'est bien ancré, que c'est fort, que c'est solide. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, c'est solide comme discours. Donc, c'est pas dominant, comme tu dis, mais c'est que ça dirige tout en facilitant le empowerment, je vais le dire en anglais, des personnes avec lesquelles ils travaillent, des personnes qui résonnent avec eux. On dirait que, j'ai envie de dire, ils n'ont pas besoin de crier, ils n'ont pas besoin de faire beaucoup de bruit pour avoir l'impact souhaité. Tu sais, ça se fait de façon calme et non pas, c'est une bonne nuance que tu apportes, et non pas d'être fragile. Tu sais, souvent on associe le calme à la fragilité. Quand tu dis solide, hein? Ouais, c'est ça. Tu sais, des gens qui, quand ils parlent, on les écoute, là. C'est comme ça que je les vois, les projecteurs, on dirait. C'est puissant. C'est ça. Génial! Quel archétype de marque vient s'associer au réflecteur? Oui, alors mes belles licornes, je le permets. Mais l'archétype, c'est le prisme, donc ça peut ressembler à un licorne. Donc, pourquoi le prisme? Ben, en fait, c'est que le prisme, il reflète l'environnement, hein? Donc, ce réflecteur, tu sais, il va refléter l'environnement dans lequel il est, mais il va apporter une perspective qui est très objective. OK? Je pense que tu l'as mentionné aussi au niveau du storytelling. Le prisme est là pour évaluer, pour apporter des améliorations. C'est un peu comme, en fait, c'est pour ça que c'est le dernier, parce que c'est le type qui regroupe l'énergie de tous, hein, parce qu'il reflète l'énergie de tous les types. Et il y a comme cette capacité de voir les choses d'en haut et faire, OK, tout ça, ça fonctionne, c'est bon, mais il y a ça à améliorer. Et c'est toujours de façon objective. Bon, quand je dis toujours, nuance. Souvent. Il y a d'autres éléments à prendre en compte, encore. Mais souvent, c'est objectif dans le but de montrer les choses que les autres ne voient pas. Donc, les fameux angles morts, que les projecteurs aussi, ils ont cette capacité. Mais c'est juste que les réflecteurs, la différence, c'est que c'est la vue d'ensemble. Donc, c'est comme ce directeur, hein. C'est ça qui différencie beaucoup. Donc, le ton ou le brand voice, comme ils disent, va être c'est très intuitif, en fait. C'est vraiment comme, il est dans le ressenti du moment. Il y a comme quelque chose avec l'équilibre, hein, l'équilibre qui est là, OK, il y a ça, mais il y a aussi ça, tu sais, de vraiment peser le pour et le contre. Il y a ça beaucoup dans leur façon de communiquer et toujours en restant objectif. Dans ce que moi, je donnerais comme piste d'exemple de contenu, donc de titres accrocheurs, c'est de penser au niveau collectif. Moi, aujourd'hui, je ressens ça. Voici ce que je pense qui s'en vient, là. Tu sais, il y a comme un petit peu un ton de prophète, mais sans s'en aller trop là-dedans. Tu sais, se respecter avec ce qui est aligné, mais quand même oser. Quand même oser parce que tu as ce don-là comme prise. Tu as cette capacité de voir parce que tu es connecté. Tu sais, c'est vraiment, moi, je trouve que c'est le type qui est peut-être reconnu comme étant celui qui est plus comme spirituel, ésotérique, parce qu'il est profondément connecté à son environnement, mais aussi le cosmos, OK? Donc, souvent, les réflecteurs qui font connaissance du Human Design sont un peu comme « Wow, OK, mais là, c'est parce que là, ça m'invite aussi à approfondir mes connaissances en astrologie, à être plus comme conscient, tu sais, de tout ce qui nous entoure, puis qui n'est pas nécessairement visible ou tangible dans le plan qu'on vit. Une grande force des prismes, c'est cette objectivité, mais c'est aussi cette clarté. Tu sais, à force de oser parler, oser dire « je ressens telle affaire, je sais qu'il y a ça à améliorer », ben il y a cette objectivité parce que tu as cette capacité de voir ces angles morts que les autres vont pas voir, mais de façon neutre. Si c'est pas le cas, souvent c'est parce qu'il y a comme un attachement émotionnel à un certain événement. Mais bon, encore une fois, nuance. De façon générale, il y a cette capacité équilibrée et neutre qui peut aider ton audience à mieux comprendre justement leur environnement et prendre des meilleures décisions. Donc, c'est vraiment, les prismes peuvent aider les gens à se reconnecter à leur GPS intérieur. C'est ça qui est vraiment incroyable. Le grand défi, je dirais, qui va avec ça, c'est que comme tu es connecté à l'environnement, ben, tu es constamment influencé par ça.
Donc, première chose que je t'invite, si tu es un réflecteur puis tu nous écoutes aujourd'hui, regarde ton environnement. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'invite, ce que je pense tout le temps quand je travaille avec les réflecteurs, c'est est-ce que vous connaissez Marie Kondo? Marie Kondo qui fait le petit ménage, là, tu sais, de qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qui me rend heureuse. Ouais. Moi, j'invite les réflecteurs, les prismes, faites cet exercice-là. Qu'est-ce qui est dans mon environnement qui n'est plus optimal, qui ne m'aide pas à créer justement du contenu, à créer mon storytelling? Aussi, une autre façon de se connecter, c'est essayer de justement revenir à ton pouvoir intuitif et te connecter aux astres, au cycle lunaire. Si tu es une femme et tu nous écoutes, je t'invite fortement à te connecter à ton cycle féminin, si tu l'as encore. Le cycle féminin a énormément de sagesse, notamment au niveau du rythme, mais surtout au niveau de la sagesse que tu as à partager. Déjà ça, avec ça, là, c'est vraiment trouve ton rythme. Ça, c'est la meilleure astuce que je peux donner au réflecteur prisme. Trouve ton propre rythme, respecte-le, puis ose communiquer à partir de ça. J'adore en fait toutes les nuances entre les différents types, les différents archétypes. Je trouve qu'ils sont tous complémentaires. C'est ça la beauté du monde, en fait, hein? On n'est pas personne de pareil. Puis j'ai envie de dire pour les réflecteurs que leur storytelling sera rarement, je pense, polarisé au même titre qu'un autre type. Tantôt, on disait les types qui sont plus directs, qui vont peut-être davantage polariser, qui sont moins biaisés, si on veut, une des histoires moins émotionnellement biaisées. Ils vont représenter plus des faits, des ressentis de manière, je pense, plus équilibrée pour permettre à l'audience de tirer leurs propres conclusions. Tu parlais de neutralité tantôt, ça fait un petit lien avec ça. Les réflecteurs, ils vont privilégier des récits qui vont explorer plusieurs angles, par exemple d'une même situation, mais en offrant une vision globale, plus nuancée. Ils sont connectés vraiment à l'énergie collective, comme tu disais. Ils ont une sensibilité à ces énergies-là, puis c'est sûr que ça se reflète dans leur histoire. Ils vont, par exemple, raconter des histoires qui vont être imprégnées d'atmosphère, où l'audience peut quasiment ressentir l'environnement à travers leurs mots. Les réflecteurs sont capables de faire ressentir ça. Parce que tu l'as dit, ils sont connectés au cycle lunaire, au mouvement planétaire aussi. Puis ça peut se refléter, ça d'ailleurs, dans leurs récits, qui vont suivre des thèmes de transition, de transformation, de répétition cyclique. Tu parlais du cycle féminin, justement, de se connecter à ça. Ça permet vraiment de créer un storytelling franchement fascinant que les autres types ont peut-être moins ce pouvoir-là, si on veut. Je pense que c'est des histoires qui peuvent inclure des observations par rapport à ces cycles-là, comment ça influence les individus ou les groupes. Je terminerai en disant que les réflecteurs, ils brillent, je pense, davantage quand ils partagent des histoires qui poussent leur audience à se poser des questions, à explorer des vérités qu'ils n'ont peut-être pas encore envisagées, en laissant des histoires ouvertes, en offrant des insights, mais qui permettent à leur audience de trouver leur propre réponse. Tu sais, quand on dit que tu es un bon prof, que tu es un bon psychologue, que tu réponds par une question à ton tour. Moi, je vois les réflecteurs là-dedans. Oui. Ils sont fascinants. Personnellement, j'en connais pas de réflecteurs. C'est le seul type que j'ai pas encore eu la chance de côtoyer. Donc, si jamais t'es réflecteur, viens me faire un petit coucou. Je trouve fascinant ton type. Mais ils le sont tous. Ce sont tous des types fascinants parce que c'est le fun de voir comment on interagit à travers ces types-là. Puis je te dirais que de plus en plus dans mes conversations avec d'autres entrepreneurs, c'est un sujet qui revient. T'es quel type? T'es quelle ligne? Ah ouais, t'es manifestant. Ah ok, ça explique bien des choses. Tu sais, on en jase de plus en plus. Donc là, maintenant qu'on a parlé des archétypes, qu'on a parlé des 5 types énergétiques, c'est là où on arrive à la portion, je dirais, clinique. Je vais l'appeler comme ça, la portion clinique, hein, Jessie, parce que on a lancé un appel à nos audiences sur Facebook, sur Instagram. On a demandé, en fait, on vous a demandé de partager avec nous vos types énergétiques en Human Design et aussi votre principal défi rencontré pour raconter votre histoire à travers votre contenu. Puis personnellement, moi, j'ai été ravie de voir vos réponses. J'en ai eu beaucoup de manigènes, beaucoup de manifestants générateurs qui m'ont répondu, en fait 100%. Donc, j'ai compris que je m'entourais beaucoup de manigènes, qui est mon type énergétique. Dans les réponses, c'était assez incroyable là, de voir que c'était juste ce type-là qui me répondait. Mais la théorie, ça serait comme de quoi que selon où ce qu'on est dans notre vie, on va attirer ces personnes-là. Donc, des fois, c'est comme quand moi, j'ai commencé, quand je me suis lancée, il y a quelques années, j'attirais beaucoup de générateurs, manifesting générateurs. Et là, tout récemment, j'attire plus de projecteurs et réflecteurs. Moi, ce que
je t'invite à faire, c'est peut-être voir comme, ben, qu'est-ce qu'il y a de particulier entre les manifesting générateurs, puis peut-être qu'il y a un lien avec ce que tu vis présentement. Mhm. Il y a une raison pour laquelle il y a ce magnétisme-là, en fait, qui est là. Ça, c'est mon genre d'exercice d'introspection puis d'analyse Ouais. pour créer du sens, générer du sens que j'adore. Je m'y mets dès maintenant. Mais là, bon, on a reçu des réponses, bien sûr, puis on a eu d'autres là, que des manifestants générateurs. Vraiment, on a eu des réponses des 5 types. Donc, parmi toutes les réponses qu'on a reçues, on en a sélectionné 5 qu'on va analyser ensemble aujourd'hui, Jessie et moi. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça comme une petite clinique. C'est comme on va faire des analyses quasi en direct. On va analyser vos réponses pour chacun des types. Et là, le premier type, c'est le manifesteur générateur et c'est Manon, qui est une artiste peintre que j'aime beaucoup. Manon, elle m'a dit que son défi, puis là, je vais la citer, là, je vais vraiment lire comment elle m'a écrit ça, là. Elle a dit, mon défi à moi, c'est de simplifier, condenser, synthétiser. Elle dit, parce qu'une histoire, c'est difficile à résumer, surtout quand c'est la nôtre. C'est comme si je me devais de prendre tous les morceaux sans en oublier pour que les personnes me voient dans mon entièreté et pas par petits bouts. En quoi, Jessie, tu trouves que ce défi-là résonne davantage avec les manifesteurs générateurs dans leur type d'énergie? Malgré que je ne suis pas manifesting générateur, il y a comme ce composant générateur qui vient me rejoindre beaucoup. Comme je disais au tout début de l'épisode, c'est que je me suis retrouvée dans ce défi-là. Donc, en fait, j'ai déjà senti à un certain niveau ce défi-là. Donc, ça résonne énormément. Et ce que j'ai envie d'apporter, c'est que il y a clairement la passion à communiquer ton histoire, puis de pas vouloir, comme tu dis, par petits bouts, là, comme le morceler, parce que tu veux pas que les gens, ils manquent ces bouts-là de toi. J'entends profondément qu'est-ce que ça peut venir évoquer chez toi, Manon. Mais moi, ce que j'ai envie de t'apporter du point de vue plus human design, c'est que ce que ça me fait penser, c'est un peu comme quand que tu courtises, mettons, comme dans le dating, si on veut. Mm-hmm. Ce que je trouve qui aide beaucoup pour des personnes qui sont passionnées comme nous, c'est de le voir un peu comme ça, comme si tu créais un peu un réchauffement. C'est un réchauffement de ton public avec ton histoire. Donc, plutôt que de le voir comme si tu découpais en petits morceaux, là, ben c'est plutôt de « Ah, ben là, il y a un petit bout. Puis il y en a un autre petit bout. » Puis là, c'est ce réchauffement qui fait en sorte que quand tu arrives à ce bout d'histoire où ce que tu es comme « OK, là, c'est la totale. » Ben la personne, ton audience est comme Waouh! Tu sais, ils sont comme, ils veulent savoir qu'est-ce qui va se passer. Tu sais, ils appellent ça un peu, j'avais vu ça passer comme du contenu un peu comme soap opera, là, tu sais, un peu comme, tu sais, les romans d'amour, romans de rose, hein, c'est ça? Mm-hmm. Ouais. Donc, en tout cas, tu me corrigeras là-dessus, sinon, Marie-Pierre. Mais c'est ça qui me vient beaucoup parce que moi-même, je m'en suis servie. Ça a été vraiment un défi, puis c'est encore un défi à certains points, où ce que je me rappelle, je m'assois puis je me rappelle, ouais, mais le réchauffement, tu sais, quand tu vas courtoiser quelqu'un, ben là, je courtoie pas parce que je suis avec mon homme depuis 12 ans, mais tu sais, à l'époque, on se rappelle. Il y a comme ce petit côté réchauffement, tu sais, Ben de oui. côté plus de l'homme. Et c'est là, c'est comme une espèce de séduction qui se fait, tu sais, qu'à un moment donné, comme, ah, OK, là, c'est la totale, tu sais. Voilà, permet aussi de rester à l'écoute, c'est-à-dire captif, tu sais. Moi, j'ai envie de donner l'image, j'aime beaucoup ton image qui me fait sourire, mais j'adore les métaphores. Ceux qui me connaissent le savent. Moi, j'ai envie d'utiliser la métaphore d'une œuvre d'art. D'autant plus que Manon est artiste peintre. Donc, c'est comme si, Manon, tu bâtissais une œuvre d'art en plusieurs couches de peinture ou on pourrait même dire, tu sais, quand on fait une collection, il y a comme une série d'œuvres dans une même collection qui sont similaires, qui se rejoignent, qui racontent une histoire bout par bout. Parce que c'est vrai que c'est un défi de simplifier, de condenser notre récit de vie, puis ça vient souvent du désir de pas vouloir rien laisser de côté, mais ça peut rendre aussi une histoire plus difficile à suivre, très dense. Puis c'est d'ailleurs ce que je fais avec mon service Pépite d'art, c'est-à-dire que on va construire un récit qui est dense, qui est complet, en faisant des choix bien sûr, parce qu'on fait des choix à travers tout ça, on ne dit pas tout, mais moi je conseille toujours mes clients ensuite d'aller se raconter par petits bouts, prendre des passages de cette histoire-là qu'on a établie ensemble avec une base solide, avec un arc narratif solide, puis qu'après ça, d'aller se raconter par petits bouts, par couche, si on veut, ou par comme une série. J'aime beaucoup ton idée de dating, là, tu sais, comme si à chaque rencontre ou à chaque date, tu t'en lâches un petit bout, tu sais, de plus en plus pour apprendre à te connaître. Parce que le défi, c'est pas d'exclure des morceaux de son histoire, mais c'est plutôt
je t'invite à le voir de comment choisir ceux qu'on va mettre en avant à quel moment pour créer un impact maximal. Donc, mon conseil, ça serait de commencer par te concentrer juste sur un aspect de ton histoire à la fois, en lien avec ce que tu veux bien sûr transmettre à ton audience à ce moment précis-là. Donc, plutôt que d'essayer de raconter tout d'un seul coup, choisis peut-être un thème clé ou une leçon que tu veux partager, puis construis autour de ce noyau-là. Ça va te permettre de raconter ton histoire de façon fluide, puis à ton audience de s'identifier aussi à ce moment-là précis. Puis ça permet de découvrir peu à peu. Puis c'est vrai que ça me fait penser à ça, tu sais, ces fameux débuts-là, tu sais, on donne pas tout d'un coup. Plutôt que de tout dévoiler immédiatement, on se laisse, si on veut, des espaces où on va pouvoir ajouter des détails au fur et à mesure aussi, que la relation se construit. Donc, ta relation avec ton audience. Je pense pas non plus que c'est en partageant absolument tout que les gens te voient nécessairement dans ton entièreté non plus. Je pense davantage que c'est en partageant des morceaux qui sont alignés et authentiques avec ton intention du moment qui vont vraiment ressentir qui tu es vraiment. On poursuit avec le manifesteur et c'est Émilie Laliberté, qu'on connaît toutes les deux, que j'aime beaucoup, m'a partagé son défi, elle, en tant que manifesteur. Elle m'a dit que son plus grand défi, c'est tout simplement d'oser se raconter. Elle a de la misère à accorder de l'importance à son histoire dans son contenu, au même titre que le contenu éducationnel qu'elle va partager pour démontrer son expertise. Émilie est consciente du pouvoir du storytelling parce que, elle me l'a dit, elle dit, tu sais, Marie-Pierre, elle dit, je le vois quand je l'utilise, c'est là où les connexions se font le plus, tu sais, je le sens, cette énergie-là. Mais, elle dit, j'ai peur de me répéter dans mon histoire, tu sais, je suis à la recherche, elle dit, d'un équilibre aussi à travers tout ça. Qu'est-ce que tu entends, toi, à travers ça, Jessie, le manifesteur puis le défi d'Émilie? Alors oui, je connais un peu Émilie Laliberté, mais notamment, c'est drôle parce que quand je pense à elle, je pense automatiquement à son expertise. Ouais. Elle a bien réussi Le branding avec son sonore. contenu. C'est ça, puis non seulement à travers toi, mais aussi personnellement, mais tu sais, à travers son art, je dirais même. Moi, ce que je t'invite vraiment, Émilie, puis tous les manifesteurs qui m'écoutent, c'est unapologetic, de vraiment arrêter d'attendre la permission, d'incarner vraiment ton expertise, puis de oser le répéter. Pourquoi? Parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est mieux de répéter parce que c'est là que l'information, elle va s'ancrer. Donc, on peut penser qu'on répète. Peut-être qu'on le fait, mais on le sait très bien que il y a comme un déficit d'attention généralisé en ce moment-là, tu sais, avec les informations sur Internet, le IA. Donc, répéter, c'est même mieux. Parce que ça va, en fait, ancrer cette vérité. C'est comme, je trouve ça un peu drôle parce que quand je pense à Émilie, je pense aussi au son. Quand mettons, je vais écouter ton podcast, Marie-Pierre, ben, je sais déjà à quel son je m'attends. Donc, je fais déjà le lien avec toi, puis Émilie, puis le son. Donc, c'est comme, pour moi, ça a été une question de répétition et donc, j'aime cette répétition-là. Mm-hmm. Soit unapologetic, tu sais, soit vraiment fonceuse, initiée, tu sais, dans le sens que tu reçois cette idée, tu as envie de partager, laisse la peur de te répéter de côté, parce que de toute façon, tu peux la raconter autrement. Tu peux reprendre une histoire, puis tu peux la raconter autrement, et même des fois, c'est juste de changer quelques mots, mais il faut pas que ce soit un empêchement pour vraiment être ancré dans ton expertise, parce que les personnes, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin que tu sois comme ça, que tu sois ancré dans ton expertise, parce qu'en le faisant, en osant répéter, en osant te parler, en osant t'affirmer dans ton expertise, t'inspires les autres aussi. Puis ça, c'est le meilleur service que tu peux faire, inspirer les autres comme « Ah, OK, oui, c'est bon, là, je peux m'assumer, là, je peux parler de ce que je fais, là, puis j'ai pas besoin d'attendre la permission, je peux le faire. » Donc, moi, je t'invite à vraiment y aller, là. Foncer. Puis tu sais, j'ai envie d'ajouter que notre histoire est pas séparée de notre expertise. Elle en fait partie. Quand tu partages ton parcours, tu donnes des exemples réels qui rendent ton savoir, ton expertise beaucoup plus humaine, beaucoup plus tangible, beaucoup plus connectée aussi. Ta propre expérience, je dirais ça comme ça, c'est un levier comme pour l'enseignement que tu transmets. C'est comme
un tremplin, si on veut. Tu sais, notre histoire personnelle est une espèce de tremplin pour introduire un contenu éducationnel. Si tu as peur de trop te concentrer sur ton histoire personnelle, ben moi, je te conseille, Émilie, de mélanger les deux. C'est-à-dire un conseil éducationnel plus un petit élément de ton histoire pour illustrer le tout. Tu sais, par exemple, tu pourrais expliquer une méthodologie, une façon de faire, et en même temps raconter un petit moment clé qui t'a permis de comprendre cette méthodologie-là. Tu sais, ça donne de la profondeur à tes conseils. Tu sais, mettons, voici une situation que j'ai vécue. Voici ce que j'ai appris de cette expérience. Et voici comment ça peut vous aider, vous aussi, à voici tel résultat, tel bénéfice, tu sais. Ça permet de mettre un petit peu de soi, puis de son histoire, puis comment nous, on a exploré ça avant. Puis tu sais, au lieu de chercher toujours à raconter quelque chose de nouveau, tu peux explorer différentes facettes de la même histoire, mais sous des angles différents. Par exemple, une fois, tu pourrais partager un défi que tu as rencontré, mais une autre fois, tu pourrais te concentrer sur la leçon apprise, la transformation vécue de ce défi-là. Ensuite de ça, tu pourrais mettre cette histoire-là, tu pourrais l'expliquer comment elle s'intègre dans ton expertise. Tu sais, ça permet de maintenir du nouveau contenu frais, si on veut, mais en honorant ton besoin de ne pas te répéter, si c'est ça aussi. Malgré que je suis totalement d'accord avec toi, Jessie, la répétition est, je pense, nécessaire dans le monde dans lequel on est avec tout le contenu qui se publie chaque jour. Yes, OK. Hey, j'aime ça, ces petites cliniques-là. Mon Dieu, je devrais faire ça plus souvent. OK, donc là, le temps file. J'ai envie de passer au projecteur. Donc, le projecteur, on a Catherine de Vénus Média, que j'aime beaucoup aussi. Bref, j'aime tout le monde qui nous a répondu. Catherine, elle, qui est une projecteur, je l'ai dit, et sa peur à elle, c'est un classique, là, je pense, de ne pas être vue et de ne pas être comprise. Elle a dit, ce sont mes premiers freins à raconter qui je suis. Jessie, je pense que tu vas dire que c'est le typique du projecteur. Oui, les projecteurs. Je vous aime. Ben, je vous aime tous, là, mais oui, les projecteurs, vous avez une place spéciale dans mon cœur. Dans le sens que, malgré que je suis générateur, j'ai ce qu'on dit un champ très fort de projection. OK? Puis là, je rentrerai pas là-dedans parce que ça, c'est un sujet pour un autre approfondissement du human design, mais je l'ai appris récemment aussi. Donc, je peux comprendre ce besoin de reconnaissance d'être vu, OK? Dans ma façon d'être, selon les éléments de ma charte. Ce que je peux te dire, mais ce que je t'invite à faire, en fait, comme projecteur, c'est vraiment revenir à c'est qui tu as envie d'accompagner vraiment, c'est qui tu as envie de servir ou à qui tu as envie de partager ton produit. C'est qui que tu as envie d'accompagner et tu pars de là. Quelle est ta clientèle âme sœur qu'on parle? Parce que ton message, ça va être pour rejoindre ces personnes-là, tu sais, dans le sens que tu dois te sentir invité à répondre avec ta sagesse, avec ta guidance, avec tes mises en lumière, avec, tu sais, moi, quand je vois les publications de Catherine, là, je suis tout le temps comme, oh, wow, j'ai comme l'impression de voir défiler des œuvres artistiques dans mon Instagram, là. C'est toujours super beau, puis moi, c'est un peu ça, tu sais, je la reconnais, oui, par son expertise en astrologie, le tarot et tout ça, ce qu'elle peut amener les gens à les aider, mais il y a comme c'est la beauté, voilà, moi, je me sens magnétisée vers Catherine dans la beauté, je la reconnais dans cet aspect-là artistique, donc c'est là que le magnétisme va faire. Ce que je t'invite vraiment à faire, en fait, pour te sentir vraiment, je dirais, aligné, c'est arrêter de vouloir plaire à tout le monde, de vouloir parler à tout le monde. C'est pour ça que je dis que c'est important de bien spécifier, de bien diriger son message vers ta clientèle cible, ta clientèle âme sœur, parce que sinon, il peut avoir cette espèce de sentiment de drainage d'énergie, de ne pas être reconnu, de ne pas recevoir des invitations, tu sais, qui sont palpitante pour toi, que tu as envie de répondre avec ton énergie, que tu as envie d'inspirer puis de guider. C'est comme ça que je sens que tu ouvres le champ des possibles pour devenir magnétique puis avoir du succès. Parce que ce qui est important pour un projecteur, c'est vraiment sentir sa version du succès. C'est comme ça que c'est vraiment comme deviennent hyper expansif, magnétique. Hyper intéressant. Puis j'ai envie de dire que les projecteurs, ils n'ont pas non plus besoin de longues histoires pour avoir un impact. Tu sais, leur capacité, eux autres, à condenser l'essence d'une expérience ou
d'une de leurs observations en quelques mots, c'est souvent percutant, puis c'est une de leurs forces. Ils brillent souvent en racontant des histoires dans un cadre où leur audience est prête aussi à les écouter. Tu sais, j'ai envie de te dire, Catherine, sois attentive au moment où ton audience montre de l'intérêt ou pose des questions ou, tu sais, commente davantage. Il y a comme des momentum. C'est des signaux vraiment qui indiquent que c'est le moment idéal pour partager une histoire. Puis c'est un peu comme subtilement ton invitation, tu sais. Oui, Tu sais, une invitation. 100%. Ouais, c'est ça. Yes. On a un générateur, une générateur, Joanie Robichaud, alias Joanie Gaspésie, que vous connaissez peut-être pour avoir écouté ma première, c'était-tu ma première? Oui, entrevue avec invité, c'était avec Joanie Robichaud. D'ailleurs, elle est générateur, puis son défi, c'est, je dirais que mon plus grand défi, c'est la peur de ne pas être pertinente, qu'on trouve que c'est pas assez intéressant. En règle générale, ça ne m'empêche pas de raconter mon histoire, mais ça me freine probablement à certains endroits. En quoi ça résonne, ça, avec les générateurs? Oui, oui, ben en fait, un peu comme avec le manifesting générateur, ça résonne énormément avec mes propres défis en tant que générateur. Donc, les deux défis qui ont plus résonné avec moi et ce que je vis même au quotidien, hein, même avec tous ces outils puis l'accompagnement, ça fait partie des défis, donc de se trouver pertinent. Bon, c'est sûr que j'aurais beaucoup de choses à dire, mais pour le but de cette clinique, comme tu dis, Marie-Pierre, Cette je pense clinique que le express. plus important, oui, c'est ça, le plus important, c'est au niveau de l'émotion que tu vis quand vient le temps de communiquer. Est-ce que tu ressens de la joie, du plaisir? Est-ce que ça te procure la satisfaction? T'es comme, ah oui, là, je sais, là, j'aimerais ça parler de telle affaire, même si tu planifies ton contenu. Quand tu planifies ton contenu, est-ce que c'est des sujets qui te font vibrer ou est-ce que tu le fais parce que tel coach t'a dit de suivre telle stratégie puis c'est correct, mais comment rendre ce sujet-là que ça soit palpitant pour toi, que ça fasse vibrer, que tu es vraiment comme ah ouais, ça me donne vraiment envie d'écrire ça. Puis tu sais, ce qui arrive, c'est que la pertinence, en fait, c'est une perception finalement. C'est cette perception de est-ce que l'autre va vraiment voir pour qui je suis? Mais si tu es authentique dans ton discours, selon moi, c'est sûr que tu vas être pertinente. C'est sûr, parce qu'on a tous quelque chose d'incroyablement beau à apporter dans ce monde. On est tous une pièce dans le grand puzzle universel. Donc, c'est sûr que si tu pars d'un espace de ce qui te fait vibrer, qui te rend satisfaite, ça te fait plaisir, c'est sûr que tu vas être pertinent. Ça, c'est mon avis, vraiment. C'est ma façon de voir les choses. Tu sais, Jessie, pour bien connaître, en tout cas de plus en plus, Joanie, on a gardé cette belle connexion-là ouverte. C'est quelque chose qu'on a déjà discuté, ça d'ailleurs. C'est-à-dire que, bon, là, Joanie, j'imagine que tu nous écoutes. C'est-à-dire, tu m'avais partagé ce sentiment-là que quand, d'abord pour toi, ça te fait vibrer, d'abord pour toi, tu trouves ça intéressant, et c'est le signal que oui, tu sais, ça doit être partagé, tu sais. On a déjà eu cette discussion-là, donc c'est totalement aligné avec ça. Donc, le conseil qu'on te donne, c'est de poursuivre ça, finalement, de maintenir ça, de se concentrer sur des histoires qui te donnent de l'énergie, qui sont une source de plaisir et non pas de frustration. Puis c'est cette énergie-là, si toi, ça t'énergise d'abord, ben ça va résonner naturellement avec ton audience. Et tu le fais déjà très bien, d'ailleurs. OK, on termine avec les réflecteurs. Donc, une réflecteur, Mégane Maillé, qui, elle, a dit comme défi que c'est son énergie fluctuante qui est son gros défi, dans plein de choses, incluant sa création de contenu. Elle aimerait en faire un peu plus chaque jour pour suivre son intuition et publier du contenu parfait comme je les aime. Mais la réalité, c'est qu'il y a des jours où je pourrais créer toute l'après-midi, puis d'autres semaines où je suis vraiment dans le brouillard mental et je sais jamais quand ce sera favorable ou non. Bref, un rythme, disons, on pourrait dire inconstant de flow de création dans son cas à elle. Et ça, je sens que c'est typique des réflecteurs. On parlait tantôt des cycles lunaires, entre autres, tout ça. Donc, Mégane est vraiment là-dedans, hein? Oui, oui. Puis merci Mégane. Coucou si tu nous écoutes. En fait, on va pouvoir poursuivre la conversation justement avec l'accompagnement qu'on fait parce que, justement, quand j'entends ton défi, Mégane, puis là, je parle à tous les réflecteurs aussi, je pense que la première chose, c'est accepter. Accepter avec beaucoup d'amour, de bienveillance et de compassion pour vous-même que c'est cyclique. Puis que
les réflecteurs, vous avez un rythme qui est cyclique. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas que tu peux pas mettre en place des stratégies là, marketing. Là. C'est juste qu'il y a une façon de les mettre en place pour que ça soit aligné à toi. Donc, c'est d'aller, comme ils disent en anglais, think out of the box. C'est d'aller voir, OK, est-ce que tu as un cycle menstruel? Est-ce qu'on est en pleine lune? Est-ce qu'on a une nouvelle lune? C'est d'aller observer. Est-ce que pendant la pleine lune, tu as des hausses d'énergie ou est-ce que l'énergie basse? Il y a aussi les transits planétaires. Tu sais, on amène beaucoup de l'astrologie. Moi, je trouve ça super le fun parce que les réflecteurs sont comme, ah oui, je veux trouver mon propre rythme. Je veux créer mon contenu, mon calendrier de contenu, mais à ma façon. Ben c'est un peu comme amener un canevas tout prêt à un artiste peintre. C'est comme, wow, tu sais, tu peux dessiner selon ton propre rythme. Tu es le maître finalement de ton art. Donc, c'est vraiment de rester avec cet esprit ouvert et puis de se dire que oui, c'est possible. C'est possible d'avoir une rythme. C'est possible d'avoir une certaine constance, si on veut, mais tout en étant flexible. Donc, je sais que ça peut sembler un peu paradoxal quand je dis ça, une constance flexible, mais c'est que tu t'autorises à expérimenter pendant un certain temps, un cycle, une façon de fonctionner, et ensuite, pouf, là, quand tu sens que c'est le temps de pivoter, ben là, tu redresses, comme on dit, c'est redresser l'arc, je pense que c'est ça, redresser le tir. Oui. Donc, vraiment d'y aller avec ouverture, parce que c'est comme ça que tu peux vraiment créer cet impact, puis t'inspires les autres aussi à rester ouverts, à expérimenter, à faire autrement que ce que les autres nous disent. Puis tu sais, j'ai envie d'ajouter à ça deux petites astuces, tu sais, potentielles. Quand t'as tes pics de créativité, si on veut, tu sais, c'est le bon moment, je pense, pour faire ce qu'on appelle du batching, tu sais, là, comme créer en go. Tu peux te mettre en banque plusieurs histoires, plusieurs anecdotes à raconter que dans les moments où est-ce que ton énergie est plus basse ou que tu as ce brouillard mental-là, comme tu dis, ben t'es en réserve. Fait que ça peut être franchement intéressant. Puis moi, ce que j'ai envie de te dire aussi, Mégane, c'est partage avec ton audience comment tu navigues à travers toutes ces fluctuations énergétiques-là. Ça peut faire vraiment partie intégrante de ton storytelling parce que je trouve que ça ajoute une touche de transparence, d'authenticité. Ça peut tellement renforcer la connexion avec ton audience, de le mentionner, ça. Comment toi, t'es faite, comment tu fonctionnes, puis comment ça t'affecte positivement et peut-être même que ça t'amène des réflexions à d'autres niveaux. Donc, ça, c'est franchement intéressant. Puis surtout que c'est quand même rare, on va se le dire. Tu sais, c'est quand même, tu dis 1% de la population. Fait que c'est fascinant aussi pour d'autres de comprendre le fonctionnement des autres, qu'on est plus rare. C'est plus rare disons, à avoir. Oui, ça se dit, c'est ça. Wow! Hey, mon Dieu, je sais pas si ces cliniques-là vont avoir eu... j'ai vraiment hâte de voir l'impact de cette clinique-là, mais j'aime ça faire ça. Je trouve ça vraiment le fun. Je trouve que... Ouais, en tout cas. Donc, je vais partager mon enthousiasme parce que je suis une manigienne. Donc... cette passion qui m'anime. Rapidement, Jessie, dis-moi donc, pour ceux là, que ça l'a comme allumé là, quelque chose en eux qui ont envie d'aller plus loin, qui se disent « Hey, wow, là, moi, là, je trouve ça intéressant, puis là, j'ai le goût de pousser plus loin le Human Design, parce que là, on le dit, là, même si ça fait au-dessus d'1 heure et demie, on pourrait en parler encore pendant des heures, il y a beaucoup de choses à découvrir encore. Pourquoi choisir de travailler avec une experte en Human Design plutôt que d'aller tout simplement googliser sur Google pour trouver tes réponses, là? Qu'est-ce que ça apporte de plus de faire affaire avec toi? Ben, je vais aller direct au but, hein. Je vais m'inspirer de cette énergie des manifesteurs. C'est que tu vas avoir une approche personnalisée. Donc oui, tu peux maintenant tout trouver sur le net, tu peux trouver des livres fascinants, mais moi, je suis là pour être ton allié, en fait. Donc, je suis pas la seule. Il y a d'autres personnes aussi qui accompagnent. Mais ce que j'amène, c'est cette guidance qui vient avec l'alignement énergétique et stratégique. Si tu as une entreprise, c'est un projet entrepreneurial. Donc, je vais fusionner autant mes connaissances, mes expériences avec le Human Design, avec mes connaissances en marketing, justement, en entreprise, gestion du temps et tout ça, pour t'aider à vraiment te différencier, hein, parce que c'est ça qui est souvent, c'est comme, le Human Design est vu comme la science de la différenciation. Donc, c'est vraiment comme, comment, avec ton génie, c'est là, moi, je vais être ton allié puissante pour mettre à l'avant ton génie, puis comment t'aligner pour accomplir finalement, tes rêves, ta grande vision, mais selon tes règles, selon ta façon à fonctionner. Donc, tu peux le faire par toi-même, mais moi, je vais t'aider à aller plus vite. Je vais t'aider avec un plan d'action clair qui te respecte dans ton rythme.
Ouais, super intéressant. J'adore. Puis tu dis la science de la différenciation. Si j'aime ça, je vois le storytelling exactement là aussi. Je vois vraiment cette belle similarité-là entre le human design et le storytelling. Jessie, un grand merci pour ta participation à cet épisode de podcast très riche en grande valeur aussi. J'ai mis les liens vers où les gens peuvent te contacter là, dans les notes de l'épisode. Donc, n'hésitez pas à aller contacter Jessie Cabello sur Facebook, sur Instagram, partout ailleurs. Bref, tous les liens sont dans les notes de l'épisode, en même temps que son guide que vous pouvez aller chercher gratuitement. Hein, gracieuseté de Jessie. Donc, merci pour ça aussi. À toi qui nous écoute, j'espère que ça a eu un impact favorable sur toi puis que ça l'a éveillé ta curiosité, que ça a mis, disons, l'eau à la bouche. J'ai envie de dire ça. On se retrouve pour un dernier épisode en 2024. En fait, un épisode avec, justement, Émilie Laliberté, dont on a parlé dans cet épisode-ci, et Rosalie Côté. Pour terminer l'année 2024, on va parler de bilan d'année, les bonnes questions à se poser pour raconter son bilan d'année, hein? En tant que créateur de contenu, c'est souvent le dernier post qu'on fait de l'année, un bilan de ce qu'on a accompli, tout ça. Donc, moi, je vais vous, disons, orienter pour faire un tri à travers tout ça, sur quoi raconter. Donc, je te remercie. Je te souhaite une belle journée. Salut, là! Oui, merci beaucoup. Au revoir. J'espère que tu repars avec de nouvelles idées pour colorer ta propre histoire et pour connecter avec ta communauté. Continue à te démarquer, à créer des liens en apportant ta touche perso. Puis d'ici là, si tu as apprécié notre moment ensemble aujourd'hui, ça serait génial si tu pouvais laisser un avis sur le podcast. C'est comme un petit signe de la main quand on se croise dans notre village virtuel. Ça me réchauffe le cœur puis ça me donne une meilleure idée de ce qui t'intéresse vraiment. N'hésite pas non plus à partager cet épisode-là avec tes amis ou sur les réseaux sociaux. Puis si tu veux continuer la discussion, utilise le tag La Voisine Pro sur Instagram. Ça va me faire vraiment plaisir d'échanger avec toi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle discussion entre voisins.